Donc, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette interview alumni. Je suis avec Benoît Babin de nos anciens du CEFAM. Donc, petit rappel, le CEFAM, c'est l'école franco-américaine de commerce et de management qui est basée à Lyon. Le but étant de venir faire 3 années ici avec nous à Lyon sur le système américain, donc tout en anglais pour se préparer et partir à la 4e année dans l'université de votre choix parmi nos partenaires aux États-Unis ou au Canada. Donc, Benoît a vécu cette aventure il y a quelques années maintenant et il est là pour nous en parler. Donc, merci d'être là, Benoît. Ben merci, bonjour à tous. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Ouais, bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, Benoît Babin. Je viens de la région bordelaise du Bassin-Arcachon. Et donc, j'ai fait le CEFAM entre 1990 et 1992. Et je suis aujourd'hui cadre commercial chez la société Bloomberg, qui est une société de logiciels financiers, technologie financière, on va dire. D'accord, entre autres. Ok, toi, tu avais connu comment le CFAM à l'époque, parce que tu me dis que tu es de la région bordelaise. À l'époque, dans les années 90, on n'avait peut-être pas la facilité qu'on a Non, aujourd'hui avec les réseaux et Internet. Comment tu avais entendu il y parler avait du pas, CFAM? effectivement, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter en 90. Non, en fait, on a reçu, je m'en rappelle, on a reçu un prospectus du CEFAM. Et en fait, j'ai toujours eu envie d'aller faire mes études aux États-Unis. Et dès que j'ai vu ça, ben, j'ai cliqué et j'ai postulé pour l'école et voilà quoi. Et le reste, ben, c'est aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et du coup, donc ça, c'était quand tu étais au lycée, je suppose que Oui, t'étais... donc en fait, j'ai fait un terminal D, c'était biolo à l'époque, biologie et maths, et j'ai fait après un an de prépa. Ok, Et donc, c'est pendant l'année de prépa que j'ai reçu ce prospectus qui m'a amené donc à Lyon pendant 2 ans. d'accord. Ouais, donc tu étais parti sur une prépa après une terminale plutôt scientifique. Parce qu'aujourd'hui, c'est Exactement. vrai que comme on a plus trop ces filières-là et qu'on choisit avec maintenant en France, je ne sais pas du tout si tu es au courant, mais fini les filières S, ES et compagnie. Maintenant, c'est un petit peu plus comme aux États-Unis où on choisit certaines spécialités en première et en terminale qui après nous dirigent possiblement vers des études. Donc, on a fait un live aussi pour expliquer ça, que vous pourrez Ah, retrouver. ok, d'accord. Mais voilà, donc toi, tu étais quelqu'un qui était plus scientifique et tu étais Tout parti à en fait. prépa. Et malgré cela, bah, tu as rejoint le CESAM. Exactement. D'accord. Exactement. D'accord. Et donc, du coup, tu nous as dit que c'est le côté américain qui t'avait plu. Il y a d'autres choses qui t'ont fait choisir le CEFAM? Bah, bon, en fait, l'anglais était ma deuxième langue. J'ai fait allemand en première langue, anglais. Et j'ai toujours aimé l'anglais, bien entendu, beaucoup plus facile que l'allemand. J'avais fait déjà plusieurs voyages aux États-Unis et c'est vrai que voilà, quoi, pour moi, c'était super important d'avoir cette expérience à l'étranger. À l'origine, je devais seulement y passer un an, finir mon bachelor. Et puis, bon, je pense que pendant l'entretien, je vais donner plus de détails sur mon parcours. Mais Bah, ça fait, ça fait aujourd'hui 30 ans que j'ai quitté la France. d'accord. Bah, tu vois, je vais rebondir sur ça. Donc, j'allais te demander si tu étais parti en 4e année. Donc, oui, tu es parti en 4e année. Du coup, où ça et pourquoi? En fait, je suis parti, je ne sais pas s'il y a Ah oui, en 92, il n'y avait toi, pas c'était de en quatrième année. troisième Moi, année. c'était, voilà, exactement. J'ai fait mes 2 ans à Lyon et en troisième année, donc j'ai rejoint l'université de Northeastern à Boston, où j'ai terminé mon bachelor, que j'ai fait d'ailleurs en faisant le programme coop, qui est un programme en société, où j'ai fait 6 mois à l'école, 6 mois en société. Et puis en fait, ça m'a tellement plu que j'y suis resté encore plus. Après, j'ai travaillé entre mon bachelor pendant un an, après mon bachelor pendant un an. Et puis après mes un an, j'ai en fait mon visa a expiré, donc il fallait que je trouve quelque chose d'autre et je voulais absolument rester à Boston. Donc là, j'ai fait mon master, j'ai fait mon MBA, toujours à Northeastern en coop, où j'ai continué à travailler pour 2 sociétés. Euh, et puis après, ben, le monde professionnel s'est ouvert à moi. D'accord. Donc, alors, juste pour expliquer à ceux qui ne sont pas familiers avec le système américain,
la coop, c'est ce qui va se rapprocher le plus chez nous de l'alternance, même si ce n'est pas de l'alternance, parce que si tu peux expliquer un petit peu plus après en détail, c'est tu passes plus de temps en entreprise. C'est pas un petit peu en entreprise, un petit peu à l'école. Là, c'est vraiment Ah oui, en fait, on est employé à 100%. C'est vraiment. Et puis, en fait, comme on dit en anglais, c'est un win-win. C'est-à-dire que non seulement l'étudiant, il va avoir de l'expérience professionnelle et il va être payé comme un employé normal, OK? Mais la société, ça leur donne aussi l'opportunité de former l'étudiant. Donc, une fois que l'étudiant il a fini ses études et il finit son bachelor ou son master, en général, la société engage l'étudiant qui connaît déjà les procédés, comment la société elle marche, etc., qui connaît bien son boulot. Donc c'est quand même assez facile et comme je disais, donc c'est vraiment une opportunité pour les deux côtés, que ce soit l'étudiant et la société. oui. Puis Northeastern est quand même relativement bien connu pour son programme de coop. C'est Si le je ne meilleur, m'abuse, c'est le voilà. meilleur aux États-Unis. Hein. Je dis pas ça parce que j'y suis passé. Vous pouvez regarder les rankings des programmes et Northeastern est numéro un aux États-Unis pour ce programme-là. Ouais, numéro 1 sur la coop et 27e mondial en école de commerce au classement de Shanghai. Exactement, Donc, c'est une excellente université et on est ravis de toujours être partenaire après tout ce temps. exactement. Du coup, alors, toi, tu nous as dit qu'après ton BBA, tu as fait un an de travail, donc c'était sous OPT à l'époque ou OPT, c'est quoi est-ce que OPT? Désolé. est-ce que c'était la prolongation de ton visa étudiant Oui, tout ou à pas? fait. En fait, une fois que j'ai eu mon bachelor, j'ai eu un visa, ça remonte à longtemps, un J1 pendant un an où j'ai travaillé donc pour D'accord. une banque de sauvegarde américaine qui s'appelle Mellon Bank. Euh, et donc, voilà, j'ai travaillé pour eux pendant un an où je m'occupais de tout ce qui est opération, transfert de virements, transfert d'argent entre les banques pour que justement les gestionnaires de portefeuille réussissent à avoir assez d'argent pour acheter leurs actions à l'international, etc., etc. Je ne vais pas donner trop de détails, mais bon, c'était quand même une super expérience pour moi. C'était ma première, donc c'était Ouais, vraiment donc bien. juste à la sortie de l'école, tu étais déjà opérationnel et ça t'a permis Exactement. d'avoir un vrai boulot bien qualifié. Donc, suite à ça, tu as fait ton MBA, donc toujours en OPT et après? Donc, après mon MBA, toujours à Northeastern, en 97, donc j'ai fini mon MBA, l'État français a frappé à ma porte parce que c'était l'heure de mon service national. Ah, Oui, à l'époque, ça existait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réussi en fait à trouver un service national en entreprise qui s'appelait, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, un VSNE, voilà. Et donc, j'ai travaillé pour une banque française à Londres, dans la City de Londres, pendant un an et demi. Le Crédit Commercial de France, qui depuis a été racheté par AXA, enfin un groupe d'AXA. Et donc voilà, j'y suis resté pendant un an et demi où je faisais du marketing institutionnel. En fait, je faisais la promotion des fonds d'investissement que la banque gérait à des investisseurs potentiels. d'accord. Donc je rebondis un petit peu là-dessus. Ce qui est le bien dans ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas parce qu'on démarre dans le monde de la finance qu'on va obligatoirement, parce que les gens ne connaissent pas ce monde-là, va obligatoirement faire trader ou banquier. Ça montre bien que dans toutes les entreprises, on a un service qui fait de la finance, on a un service comptable, on a un service marketing, on a un service commercial, etc., etc. Donc c'est important de ne pas se dire mince, je veux faire tel métier, je ne vais pas pouvoir aller travailler pour telle boîte. Il est important aujourd'hui, je pense, de se dire telle boîte me plaît, les valeurs de cette boîte me plaisent, qu'est-ce que je vais pouvoir y faire. Donc voilà, c'est petit Exactement. intervalle. Non, et c'est un très bon point que tu lèves parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, même si tu as une spécialité finance, quand tu es dans une société, il faut savoir, même si tu ne travailles pas dans d'autres rôles, c'est quand même super important de connaître vraiment comment la société elle opère, comment tous les autres divisions, tous les autres secteurs de cette société elles opèrent, parce que ça permet au quotidien de comprendre comment justement toutes les équipes travaillent ensemble et communiquent, etc., etc. Donc ça, c'est super important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle aussi pas mal de soft skills et de compétences transversales.
et des formules, j'allais dire oui, des écoles qui permettent d'avoir une éducation assez généraliste où on va toucher justement un petit peu à tout. Ça permet après de comprendre quels sont les métiers, les différents métiers dans une entreprise. Donc, c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas si c'était déjà le cas à l'époque, mais je pense que oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au Stéphane, c'est un point sur lequel on appuie vraiment, c'est qu'il faut toucher à tout. Il faut savoir un petit peu tout faire. Et les 3 premières années à Lyon, c'était 2 à ton époque, aujourd'hui c'est 3, permettent vraiment de toucher à tout. Et c'est vraiment à la fin de ces 3 années qu'on se spécialise. Donc, les stages sont là aussi pour vous y aider. Donc, Parfait. voilà, il faut en profiter. Voilà. Donc, je te laisse continuer. Exactement. Exactement. Donc, en fait, après mon VSNE à Londres, j'ai décidé de retourner aux États-Unis. Mais ce coup-ci, je voulais absolument aller à New York parce que, bon, New York, c'est New York, hein, il n'y a pas besoin d'expliquer. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un travail à Paribas. Ce n'était pas encore BNP. Donc là, je parle en 98, où j'ai commencé. En fait, ils m'ont envoyé à Hong Kong pendant 3 mois, où j'ai fait risque de marché, pardon, sur les produits dérivés actions. Et puis support de tout ce qui est de l'équipe de trading. Donc encore une fois, mon expérience passée sur justement tout ce qui est lié au fonds d'investissement, etc., m'a beaucoup aidé. Donc 3 mois à Hong Kong, puis après 3 mois, ils m'ont envoyé à New York. Donc fin 98, j'arrive à New York où j'étais dans l'équipe de middle office, qui est support des traders du desk justement des dérivés actions, où j'y suis resté pendant 3 ans, où d'ailleurs j'ai été promu chef d'équipe. Et puis après 3 ans, je suis passé au Crédit Lyonnais, qui a été bien entendu racheté par le Crédit Agricole, où là j'étais chef d'équipe de tout ce qui est middle office, opération, risque sur toute la salle des marchés actions. Donc ça a duré 4 ans. Et si tu veux que je m'arrête là ou je continue? Non, non, mais continue. Je continue. Donc, après 4 ans au Crédit Lyonnais, j'ai déménagé au Brésil. Alors, vous allez peut-être vous demander pourquoi le Brésil. En fait, j'ai rencontré une Brésilienne ici à New York. On s'est mariés. On a eu un enfant et en 2005, on voulait être plus proche de sa famille. Donc, on a déménagé à Salvador de Bahia, au nord-est du Brésil, où là, j'ai continué mon travail de risque de marché puisque j'ai travaillé pour une société pétrochimique, qui est la société la plus grande en Amérique du Sud de pétrochimie. Qui fabrique en fait du plastique à partir du pétrole, où on commençait un programme de risque, c'est-à-dire qu'ils voulaient protéger leur marge de profit avec les fluctuations du prix du pétrole. Bien entendu, plus le prix du pétrole il monte, plus leur marge de profit elle diminue. Donc, on a mis en place un programme de risque qui, encore une fois, ça m'a aidé d'avoir l'expérience que j'avais dans les banques avant, où là, j'y suis resté donc pendant 3 ans. Et puis en 2008, voilà, je continue ou… Oui, oui, oui. Allez, je continue. En 2008, on a décidé de rentrer sur New York. Et donc, bon, je ne savais pas, bien entendu, on ne savait pas qu'il y allait y avoir cette fameuse crise financière. Ouais. Mais c'est à l'époque où Bloomberg cherchait en fait quelqu'un qui parlait portugais. Bien entendu, je parlais portugais puisque j'avais travaillé au Brésil pendant 3 ans. Et qui aussi connaissait le monde des marchés, surtout côté actions. Et donc, j'ai commencé en fait dans un rôle de support pour tous les clients brésiliens. Et puis après, j'ai fait, donc maintenant aujourd'hui, ça fait 14 ans que je suis chez Bloomberg. J'ai fait plusieurs rôles, j'ai été promu, j'ai été manager de l'équipe d'Amérique du Sud. J'ai fait aussi tout ce qui est le sud-est américain, le nord-est, et aujourd'hui, je suis en charge des clients qui sont au Canada, Montréal, Québec, Toronto. Pour tout ce qui est, on a un système pour les gestionnaires de portefeuille qui justement, ces clients-là ont besoin d'utiliser ce système pour voir leur position, voir leur exposition de risque, etc., etc. Donc, encore une fois, tout ce que j'ai eu avant d'arriver chez Bloomberg, toute cette connaissance me sert énormément aujourd'hui. Hein. J'ai fait aussi des petits boulots avant le CFAM dans des sociétés de comptabilité. Donc, côté compta, côté marché d'actions, etc., etc., tout ça aujourd'hui, je travaille dans une société de technologie qui offre en fait des outils pour tous ces aspects du life cycle, si vous voulez. Voilà.
Je suis désolé, je parle un peu trop. Non, mais c'est hyper intéressant. En fait, on voit qu'il y a un vrai cheminement qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui. Et Exactement. c'est important. C'est important aujourd'hui. D'accord. Mais pourquoi est-ce que tu avais une appétence particulière pour la finance, pour le risque, ou à la base ou... Bon, j'ai toujours adoré les maths. Oui, Même si j'ai pas eu une super note au bac, pour moi, c'était quelque chose que j'aimais énormément. Et puis voilà, quoi. Et puis l'histoire de la bourse, des prix d'actions qui montent, qui descendent pour faire de l'argent. Enfin, qui n'aime pas ça, hein. d'accord. Alors, on va changer un petit peu de type de question. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la vie d'expatrié pour toi? C'est marrant que tu utilises le mot expatrié parce que je me sens pas expatrié. C'est bizarre ou c'est peut-être triste à dire, mais je me sens plus beaucoup français. Je me sens plus. Enfin, je devrais pas dire ça. C'est vrai que je me sens français aux États-Unis, mais quand j'entre en France, je me sens pas français. C'est assez bizarre en Hmm, fait. Mais la vie d'expatrié, ben, pour moi, je suis carrément à 100% euh, comme un Américain, hein. Je prends le métro, je vais au travail, on rentre en France une fois par an, on va au Brésil une fois par an pour voir bien entendu la famille de mon épouse. Mais c'est vrai qu'expatrié, je ne sais pas si vraiment je peux me considérer comme expatrié. Je me sens plus américain que français. après, ouais, après une trentaine d'années, c'est sûr que ça commence à faire. Donc là, c'est la vue de ton bureau derrière? Alors voilà, exactement. J'ai mis cette photo, pardon, je vais mettre de l'autre côté. J'ai mis cette photo, c'est le 29e étage de la tour Bloomberg, qui est donc sur Lexington Avenue, à la 59e rue, où on a la vue sur Central Park. Donc voilà, donc le matin, je vais prendre mon petit déjeuner. On a une cuisine, une cafétéria au 29e étage et je prends mon petit déjeuner avec cette vue-là. Sympa. C'est sympa, tout à fait. Surtout quand il fait beau comme ça. Ah bah là, avec un temps pareil, c'est sûr que ça doit être sympa. Exactement. Et toi, du coup, qui a vécu et qui a travaillé sur 3 continents en dehors de l'Europe, euh, est-ce qu'il y aurait une chose particulière qui caractérise chacun d'entre eux, l'un par rapport à l'autre? Euh, C'est une très bonne question. C'est vrai qu'entre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Sud, je crois qu'en tant que Français, celui où j'ai eu le plus de choc culturel, c'est à Hong Kong. Je me rappellerai toujours le premier jour où je suis arrivé à Hong Kong. J'étais dans mon hôtel, dans ma chambre d'hôtel, et je regardais dehors et ça me faisait vraiment trop bizarre. Bon, j'avais aussi le décalage horaire, mais c'est vraiment quelque chose où je me sentais, waouh, je suis vraiment loin maintenant. Autant ici, quand je suis à New York, c'est vrai que quand même New York est une ville très cosmopolitaine, donc il y a quand même énormément de Français, il y a pas mal de tout ce qui est la culture française, la cuisine française, les restaurants, bien entendu. Donc je me sens pas trop loin de la France quand il y a New York. Autant à Hong Kong, je me sentais vraiment loin. Salvador de Bahia, bien entendu, au Brésil, pareil, c'est une culture bien différente, mais c'est quand même la culture latine Mm. qui est assez proche de la culture française. Donc, bon, c'est vrai que l'environnement était un petit peu différent parce que j'étais à la plage tous les jours. Salvador de Bahia est sur la côte nord-est. Euh, et la culture est bien différente. Mais pas, pour moi, le vrai choc, c'était vraiment l'Asie, c'était vraiment Hong Kong qui m'a vraiment donné ce côté différent ouais, au niveau culturel. Et puis toi, tu es y arrivé un petit peu après la rétrocession en plus. Pas Juste super après, longtemps juste après. après, juste Donc, après. Ouais. Je suis arrivé le 1er août 98, donc ah oui, c'était quoi, 1er janvier 98 qu'ils ont cédé ouais, à la Chine. Ouais. ouais, ouais, c'est ça. Ouais, donc ça devait être une ambiance un peu particulière. Tout Moi à qui ai fait, tout à connu fait. Hong Kong en 2011, euh, ça avait déjà bien évolué, je pense, par Ah, c'est rapport très sympa. C'est quelque chose que je mourrais d'envie d'y revenir, ça c'est sûr. C'était pour moi vraiment une expérience incroyable. Oui, 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 c'est quelque chose que j'aime dire aussi aux étudiants du CFAM, c'est que n'ayez pas peur d'aller dans des endroits comme ça. Alors, Hong Kong en plus particulièrement, alors je pense que ça va tendre à être de moins en moins comme ça, mais Hong Kong est un parfait hub et un parfait mix entre le monde occidental, je trouve, et la Chine. Je trouve que Hong Kong arrive à tirer le meilleur des deux. Ça, c'est mon opinion en moi. Après, il faut ne pas craindre la foule.
pour y être. Ouais, Mais c'est une expérience incroyable et les gens là-bas sont aussi incroyables. Donc, s'il y a des tout à personnes fait. qui cherchent une expérience de vie, Hong Kong est un endroit sympa à faire. Tout à fait. Et tu viens de dire un point assez important. Je pense que c'est quelque chose euh, qui va servir pour toute ta carrière. C'est la question d'attraper l'opportunité. Si quelqu'un a une opportunité, il voit une opportunité comme celle-là, justement d'aller à Hong Kong ou que ce soit ailleurs, hein, Ouais. c'est quelque chose qui ne peut être que positif. Donc, pour moi, c'était super important. J'ai eu cette opportunité. J'aurais pu me dire, oh non, je n'ai pas envie d'aller en Chine, j'ai pas envie d'aller à Hong Kong. Non, non, c'était pour moi, c'était exceptionnel de pouvoir y aller. Et ça m'a aidé dans ma carrière. Voilà quoi. En fait, toutes les expériences que j'ai eues dans ma vie m'ont aidé dans ma carrière. Ça, il n'y a aucun doute. Ah ben c'est certain. Et puis regarde, tu expliquais que quand tu es rentré du Brésil, tu as trouvé un poste parce qu'ils cherchaient quelqu'un qui parlait portugais. Donc, n'hésitez pas à toujours. Moi, j'avais un professeur au lycée qui nous disait qu'il faut toujours être le mouton à cinq pattes. Mais n'hésitez pas à cultiver vos différences, à chercher à vous différencier les uns des autres et à vous construire des forces par rapport aux autres. Parce que c'est ce qui fera votre différence pour vos premiers emplois, mais pas que les premiers. Et, euh, et puis, c'est une richesse incroyable. C'est une richesse incroyable. Si vous pouvez apprendre des Aucun langues, doute. apprenez des langues. S'il y a des parents qui nous écoutent, qui parlent d'autres langues que le français et qui élèvent leurs enfants en France, mais apprenez-leur vos langues. Parce que c'est une richesse incroyable pour vos enfants. Moi, quand je vois les enfants d'expatriés qui sont capables de passer d'une langue à l'autre comme ça, parce Exactement. que le cerveau y est habitué, bah, c'est une richesse incroyable. Et c'est des enfants qui, après, sont capables de s'adapter partout et qui réussissent Mais très bien à l'école également. Donc, aucun voilà, doute. c'est des, c'est des opportunités à saisir. Exactement. Et en parlant d'opportunités, est-ce qu'un jour, tu t'imagines revenir travailler ou vivre en France? Bah, je ferme jamais la porte, hein. Ouais, Comme on vient d'en discuter, opportunité, pour moi, je ferme jamais la porte. Donc, oui, pourquoi pas, que ce soit en France, que ce soit en Europe, pourquoi pas à Londres, pourquoi pas, bref, n'importe. S'il y a une opportunité qui se présente et que je vois que ça ne peut qu'enrichir ma carrière, pour moi, il n'y a aucun doute, hein. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas le cacher, hein, j'ai 50 ans, mais s'il y a une opportunité qui se présente en France, bon, bien entendu, il faut toujours peser le pour et le contre, mais pour moi, il y a aucun problème. ouais. Bah, surtout aujourd'hui avec les nouvelles technologies où on peut facilement rester en contact avec les gens et réduire les distances par rapport à tout ça, c'est vrai que euh, Exactement. ça reste, ça reste assez facile. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu as quelque chose toi, que tu aimerais rajouter, un message que tu aimerais faire passer Non, si effectivement, ouais. non, ce que j'allais dire, effectivement, s'il y a des parents qui sont à l'écoute ou même des étudiants, Euh, pour moi, bon, c'est vrai que je ne savais pas exactement dans quel milieu ou quel chemin j'allais prendre. Et le CFA m'a donné une plateforme incroyable. Donc, honnêtement, je ne regrette rien du tout sur tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et d'avoir fait le CFA, pour moi, c'était la décision la plus importante que j'ai prise parce que ça a ouvert ma carrière sur tout ce que j'ai réussi à acquérir aujourd'hui. Et je ne pense pas que j'aurais pu faire ça avec d'autres écoles. Donc, voilà quoi. Pour moi, c'était une expérience incroyable de pouvoir avoir cette chance de faire mes études comme ça, de partir aux États-Unis et après que le monde s'ouvre à moi comme ça, c'était incroyable. Bah écoute, merci. Ça fait plaisir, toujours plaisir d'entendre les anciens parler comme ça de leur école. Je pense que c'est quand même un sacré signe. Et dernière petite question, moi j'aime bien poser cette question à la fin. Qu'est-ce que tu devrais dire à Benoît, 17 ans, qui va passer en terminale ou qui va bientôt avoir son bac? Quel petit conseil que Waouh, tu lui donnerais? ça c'est un petit conseil. En fait, je suis aujourd'hui là où je suis parce que justement, le Benoît qui avait 17 ans, qui a passé son bac, a fait toutes les choses comme il faut.
Donc, vis ta vie je ne sais pas comment on pourrait dire en français, mais euh, prends toutes les opportunités qui se présentent en face de toi. Fais exactement ce que tu veux faire et ce que tu penses va être important dans ta vie. Et voilà quoi. Et aujourd'hui, j'ai aucun regret sur tout ce que j'ai fait. Je pense qu'on peut pas dire beaucoup mieux, hein. Non, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Je pense qu'il faut saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous, ça, c'est une certitude. Il faut toujours aller au bout des choses du moment qu'on peut les assumer. Exactement. Et tout se passera bien. Et puis, s'il y a Exactement. un truc qui se passe pas comme on le souhaite, c'est pas grave, il faut avancer. Exactement. Bon, eh ben, écoutez, je pense qu'on aura fait le tour. Merci Benoît encore une fois. Mais merci à vous. À très bientôt tout le monde. À bientôt Stéphane. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.